Hélène Vecchiali, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de DH Conseil. Vous pratiquez des coachings individuels de dirigeants et puis aussi des team building. Et avant, vous étiez psychanalyste. Vous aviez publié un livre, Mettre les pervers échecs et maths, aux éditions Marabout en 2014. Alors justement, je vous reçois pour parler de ces pervers dans le monde de l'entreprise. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de ce qu'est la perversion en entreprise ? Le pervers, que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle, est le même. C'est quelqu'un qui est malade, gravement malade. Et si on s'intéresse à la classification psychique des individus, on a d'un côté les gens normaux, entre guillemets, qui ont une structure névrotique. À l'opposé, les gens fous, entre guillemets aussi, qui sont dans une structure psychotique. Et entre ces deux structures, on a une zone intermédiaire, la zone des états limites, la zone des gens borderline, et c'est là que se situent les pervers, avec d'autres pathologies, mais c'est là qu'ils se situent. Et ces pervers ont la particularité d'être des gens socialement adaptés, mais avec des relations à l'autre qui sont empreintes de conflits, de haine, donc vraiment des gens qui sont en grande difficulté. Il y a un terme qui est plutôt à la mode ces derniers temps, c'est le terme de pervers narcissique. Il y a une différence entre pervers narcissique et pervers tout court ? Oui, pervers, en fait, il y a pervers sexuel, pervers narcissique et narcissique. C'est trois catégories. Oui, donc les pervers sexuels, on sait, ce sont les fétichistes, les masochistes, les pédophiles, etc. Les pervers narcissiques sont appelés comme ça justement pour les différencier des pervers sexuels. Ça, c'est la perversion morale. Et puis on a les narcissiques tout court, qui eux sont appelés aussi petits pervers. Voilà. La différence entre pervers narcissique et narcissique, elle est simple, c'est le sort qu'ils vont réserver à l'objet de leur relation, puisque les autres sont des objets. Le pervers veut les anéantir psychiquement, à petit feu, et le narcissique, lui, va les utiliser pour sa gloire, et ensuite il va les jeter une fois qu'ils sont usés, mais il se fiche complètement de leur sort. Qu'est-ce qui fait qu'un individu devient pervers à un moment ? On pense que c'est au moment de l'enfance où ces individus-là sont souvent des garçons, puisque ce sont les mamans qui les élèvent et qui les enfantent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore les femmes qui enfantent les enfants. Et donc, les mamans sont fascinées d'avoir un petit garçon plus qu'une petite fille, puisque c'est d'un sexe différent. Et dans ces cas-là, elles vont investir cet enfant pour ces mamans qui sont malades elles aussi, pas forcément perverses, vont investir cet enfant d'une façon toute puissante, vont les envahir, vont avoir une position omnipotente par rapport à eux, une relation incestuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passage à l'acte d'inceste, mais vraiment un envahissement total. Donc les mamans qui se comportent comme ça d'un côté, et le père qui ne va pas faire barrage à cette toute-puissance de la mère, qui va quand même poser la loi, poser des liens sociaux, mais qui va laisser la mère envahir cet enfant. Donc l'enfant va développer, dans cette toute première relation affective, une angoisse terrible, une haine de l'autre, une peur panique, et de l'effroi, et surtout une haine de toute relation affective. Si on en revient au monde de l'entreprise, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître un pervers ? Est-ce qu'il a des stratégies caractéristiques, par exemple ? Oui, dans le monde de l'entreprise comme à l'extérieur, mais aussi bien sûr dans le monde de l'entreprise, la stratégie est toujours la même. Ça commence par la séduction pour ferrer sa proie. Et là, la proie va être comblée parce que le pervers va répondre à tous les désirs, avec comme objectif ensuite de pouvoir se retirer et après ce paradis, faire vivre l'enfer. Donc cette stratégie, elle est de la séduction pour commencer, qui va être aussi la paralysie, la fascination, l'hypnose. Donc ça, c'est des grosses stratégies qui vont être utilisées tout en même temps. Et puis des techniques à foison, là aussi utilisées tout en même temps. Donc l'isolement, l'emprise, la calomnie, le mépris, la disqualification, enfin il y en a énormément, et tout en même temps. Donc c'est à ça qu'on va reconnaître un pervers, c'est vraiment quelqu'un qui va fasciner l'entourage. Et est-ce que le pervers a conscience de sa propre pathologie ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et puis de toute façon, il s'en fiche. Même si on lui dit tu as un profil de pervers, il s'en fiche. Si on lui dit, ça va le faire rire, puisque lui, il est Dieu. Donc Dieu ne peut pas avoir de profil de pervers, et Dieu est forcément tout-puissant et extraordinaire. Et du côté des victimes, maintenant, comment se défendre quand on croit avoir identifié qu'on a affaire à un pervers ?
Ben, c'est très difficile. Très difficile. Dans le monde de l'entreprise, encore plus que dans la vie privée. Dans la vie privée, il faut fuir. Puis éventuellement, effectivement, s'il y a des enfants, essayer de récolter des preuves et de se battre comme on peut. Mais c'est pas toujours facile. Et c'est pas facile et c'est très douloureux. Dans le monde de l'entreprise, c'est compliqué parce que bien évidemment, le pervers va laisser aucune preuve et tout va se faire à bas bruit et hors du regard de tous. Donc là, il faut aller voir le DRH, sauf si le DRH est pervers. Et aujourd'hui, vraiment, dans les entreprises, les DRH et les dirigeants sont au fait de ces problèmes-là et savent vraiment aider et soutenir les victimes. Eh bien, merci Hélène Vecchiali pour Merci cet à vous. éclairage sur ces pervers. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Mettre les pervers, échec et maths ». Merci beaucoup. Merci.